Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du premier jour de séminaire de John Butler. Donc là je suis à Londres, en Angleterre, et je fais le module 3 de John Butler, donc du HTI, et c'est hypnothérapie analytique. Et voici le livre de cours, qui est en fait un bouquin. Donc c'est un bouquin de Barnett, si vous êtes intéressé, donc... Le voici, voilà, je vous en ferai un petit débrief quand je l'aurai potassé un peu. Donc, je vous rappelle, John Butler, c'est un élève de Gilboyne, et Gilboyne, c'est un des trois hypnos majeurs du courant américain de l'hypnose. Donc on avait Erickson, on avait Hellman, et on avait Gilboyne. C'est les trois qui ont fait le plus de boulot et de reconnaissance, qui ont permis le plus de reconnaissance pour l'hypnose de façon générale. Donc, là, ce que je vous avais dit sur les précédentes vidéos du séminaire, moi j'aime bien ce principe-là parce que ça ressemble pas mal à la questiosophie. Il y a beaucoup de principes de questionnement et d'analyse de ce qui est proposé par le partenaire. Donc là, sur les quelques jours de cours, ça va être principalement sur cet axe-là qu'on bosse. On est nombreux là ce coup-ci. On sent que c'est pas hyper bien organisé parce que je savais même pas le nombre total de participants qu'il y aurait. Donc ça c'est plutôt marrant. Mais hormis ça, bah John c'est toujours John, c'est-à-dire que on sent qu'il fait son cours en mode freestyle, ce qui fait qu'il y a des moments, il y a des points hyper intéressants, il y a des moments un peu plus confus parce que il passe d'une idée à une autre. Et comme je vous avais expliqué, c'est vraiment un hypno qui réunit plein de disciplines. Comme il explique, l'hypnothérapie, c'est l'hypnose bien sûr, mais c'est aussi énormément de principes de psychiatrie, de psychothérapie, de psychologie, de biologie, etc., etc. C'est une discipline qui se veut globale et pas simplement des personnes qui font de l'hypnose. Donc, je vous fais le débrief, moi que j'ai un petit peu noté. Il met en avant que parfois les hypnos préfèrent ne pas toucher le passé, ou sont assez... ont un peu le discours à dire nous on s'en fout de savoir pourquoi. Dans la vision de Gilboyne, c'est pas le cas. Donc je vous rappelle, hein, c'est la thérapie de transformation, le nom du travail global de Gilboyne. Et au contraire, nous, toucher le passé, c'est ce qu'on fait à chaque fois, étant donné qu'à chaque fois il y aura des régressions, et savoir pourquoi est quelque chose d'important en hypnoanalyse. Donc le deal avec le passé peut amener une autre conscience des choses. Donc à partir du moment où on commence à travailler sur le passé et à réaxer et reprendre une perception recadrée en tout simplement le passé, on peut passer justement à autre chose. L'objectif est de s'occuper des unfinished business. Ça c'est très Gestalt thérapie. Je vous rappelle que Gilboyne a été formé par Fritz Perls, a été élève de Fritz Perls, et c'est vraiment cette idée de terminer des éléments de vie, des patterns qui n'ont pas été résolus ou qui ont été ouverts et qui font que encore se répéter parce que on n'a pas fini on n'a pas conclu ces problématiques ou ces fonctionnements intérieurs. Bon, après, je vous mets les points que j'ai trouvé intéressants. Ah oui, ça c'est assez génial. Quand je vous dis qu'on sert pas à grand chose, souvenez-vous, et je vous rappelle vraiment, quoi, je vous invite vraiment à les regarder. J'avais fait un hypnopapotage sur le fait que peut-être nous en tant qu'hypno on ne sert pas à grand chose, et je prenais en exemple le fait que mes MP3 avaient un taux de retour assez important de façon positive, alors qu'au bout du compte c'est 10 minutes d'audio point, et il n'y a aucun rapport, il n'y a rien, il n'y a pas d'hypno tout simplement. Et donc il a passé un peu de temps là-dessus. Il disait bon, il y a 20% de réussite pour les placebos, donc l'effet placebo c'est 20%. 65% des problématiques passent sans praticien. Donc en gros, quelqu'un qui va pas bien, 65% des problèmes, il n'y a pas besoin de voir un praticien.
ça passera sans. Donc en gros, un hypno devrait viser 95% de réussite. Donc déjà, c'est sympa, ça te met un chouïa la pression. Et il y a un deuxième moment où il expliquait, suite à des études, alors là je les ai pas, mais je lui demanderai. On sait que les thérapies, c'est 15% technique à peu près, hein. 15% d'effets d'effets placebo, 15-20%, hein, ce que je vous disais avant, et 40% vient du client par lui-même, du client et de l'environnement, d'accord, et 30% vient du thérapeute. Ça, j'ai bien aimé, ça nous remet bien à notre place, hein. Quand je dis moi à mes partenaires, attendez, moi je suis qu'un praticien parmi tant d'autres et je fais rien de plus que les autres, je pense qu'on est tous dans le même cas, c'est-à-dire que on a chacun nos méthodes, chacun nos façons de fonctionner. Mais en gros, c'est bien, je pense, de garder cette idée-là. On fait partie des 30%. On est juste 30% du système thérapeutique du partenaire. C'est bien, hein, mais c'est maximum 30%. Donc parfois, on peut être beaucoup moins 30%. Je trouve ça assez chouette pour rappeler à tout le monde, parce que je vous disais sur les dernières vidéos, là, les 3-4 dernières vidéos que je vous ai proposées, on n'est pas grand chose, hein, 30% au travers du boulot du thérapeute. Je trouve ça assez fun. Dites-moi ce que vous en pensez, de vous dire, tiens, moi mon boulot c'est 30% en fait de l'ensemble du système. Alors on le sait bien, hein, très souvent on dit, bah ouais, c'est pas moi qui fais le boulot, c'est toi et ton subconscient. Bah si on vous dit, ouais mais toi réellement, hein, concrètement, t'es juste utile de 0 à 30%, comment vous le prenez? Bon, je vous avais dit que Butler, moi ce que j'aimais bien, c'est qu'il était donc très ouvert à toutes les disciplines de psy, et que il avait un discours, en tout cas auquel moi j'adhère et que je vous partage depuis pas mal d'années. Il dit bah la culture des hypnos est super basse de façon générale, la culture hypnotique, la culture psychologique est très très basse. L'hypnose est une discipline qui croise de nombreuses disciplines. C'est pas simplement mettre en transe ou ça, t'apprends ça en 5 minutes, c'est super simple, c'est comprendre des rouages psychologiques des partenaires et c'est important que les hypnos aient une bonne formation, une bonne librairie, donc il dit les bouquins que vous achetez et l'étude des bouquins c'est important parce que c'est ce qui va vous permettre de continuer à développer les connaissances, beaucoup de pratique et d'observation. Les praticiens doivent gérer les croyances des partenaires. Bon, ça, on le sait. L'hypnothérapie cherche à faire prendre... Ah oui. Donc, il a posé un moment... Bah, là encore, on le sait, mais c'est toujours hyper bien de l'entendre. En tout cas, lui, dans son modèle, et moi, je partage complètement cette idée-là, l'hypnothérapie a pour but de responsabiliser. Vous vous souvenez, dans une des vidéos que je vous disais, que je vous proposais, si on devait choisir 3, 4, 5 sessions de base qu'on devrait faire à tous nos partenaires, l'un des thèmes, c'était la discipline, et la deuxième, c'était la responsabilité. Et il dit, lui, le plus important, c'est la responsabilité. C'est comprendre que nous sommes responsables de ce qui s'est passé dans notre vie. Même si ça n'a pas été initié par nous, même si on a subi des choses, on doit prendre notre responsabilité. Si un partenaire n'est pas prêt à prendre sa responsabilité, bah ça va être très compliqué de lui permettre d'aller mieux de par l'hypnothérapie. Moi j'y adhère beaucoup. Je sais que souvent quand j'ai ce discours-là, on me dit ouais mais attends, le gamin qui s'est fait violer ou qui est tombé dans une famille violente ou qui a vécu telle ou telle chose, il n'est pas responsable d'eux. Eh ben, bien sûr qu'il n'est pas responsable de l'ensemble du système, mais il va être co-responsable. En tout cas, il va avoir une part de responsabilité dans ce qui est vécu à un moment donné. Même si on peut me trouver plein de cheminements à me dire oui mais non, il est trop petit, il peut pas, etc. Pensez bien, il y a toujours cette notion d'alternative qui fait que bah il y en a qui ont pu courir, s'échapper, mordre, se cacher, quoi. Il y a plein de choses qui fait que il y en a ça s'est passé, d'autres ça a été juste une agression, etc., etc. Et bien sûr que c'est difficile, mais les gens qui viennent, logiquement, ils sont là pour avoir un taf sur eux et être prêts à passer un step vis-à-vis d'eux-mêmes.
Euh, ouais, alors, il partait du principe, il dit souvent, le client ne vient pas pour changer, mais pour avoir une dernière chance de ne pas se responsabiliser, d'où les rapports de transfert, où très souvent, le praticien devient le parent, et donc à ce moment-là, c'est sauve-moi, aide-moi, donne-moi la solution, les clés pour que j'aille mieux, et que tout se passe bien à partir de maintenant, alors que c'est pas notre job. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on y réfléchit, l'hypnose, telle qu'elle est crue, elle est pensée et perçue par le public, c'est fais tout pour moi. Bon, on en parle souvent, hein, mais comment voulez-vous responsabiliser des partenaires si l'hypnose fait croire que la toute-puissance ou le changement ou l'avancée vient de l'hypnose et pas du partenaire lui-même. Euh, Bon, alors, il met en avant des choses qu'on sait, mais c'est toujours important de le rappeler. Il dit, la notion du script thérapie, donc les gars qui lisent des scripts, et je sais que la communauté hypnose critique pas mal les gens qui lisent des scripts. Moi, le premier, moi je suis pas pour, parce que j'estime que ça veut dire qu'on n'a pas été bien formé. Euh, il dit, c'est une partie possible de l'hypnothérapie. C'est juste un fragment de l'hypnothérapie. Donc pourquoi pas? Mais on peut pas dire qu'on fait de l'hypnothérapie si on lit des scripts. On n'est pas des hypnotistes. Euh, et ce qu'il disait, il dit, on n'est pas des techniciens. En gros, moi l'image que j'ai, c'est on doit pas suivre un tutoriel. C'est pas ta séance 1, tu fais ça, ce que je vous disais, ce que j'imagine en disant qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme séance type. Ou comme fait Calbanian par exemple. D'ailleurs, il faudrait que je revienne là-dessus parce que je vous l'avais déjà dit sur le premier séminaire, mais Calbanian a vraiment tout pompé de Gil Boyne et une partie de Jerry Kine. Hein. C'est quand même assez hallucinant. Plus je suis les cours et plus je m'en rends compte. Et donc, lui, c'est 5 séances. Et quoi qu'il arrive, c'est ces 5 séances et tu dois faire ça à chaque séance. Et il dit, on n'est pas des techniciens. Un hypnothérapeute n'est pas un technicien. C'est quelqu'un qui ne va pas faire une to-do list, il va pas checker des trucs. C'est réussir à faire surgir des choses. Découvrir des éléments pour permettre aux partenaires de grandir, d'avancer et de travailler avec justement c'est unfinished business. Ok. Ouais, clin d'œil intéressant, les marketeurs, donc ceux qui font du marketing, hein, sont souvent bien des meilleurs thérapeutes que des thérapeutes parce que ils savent beaucoup mieux ce que les personnes désirent et souhaitent. Ils ont une connaissance de l'autre qui est souvent pointue. Il disait les bons marketeurs, ce qui fait qu'ils ont une finesse d'esprit qui peut permettre souvent dans la compréhension des besoins de l'humain parfois une écoute et un recadrage qui est très bon. Ça, je vous en ai parlé. La première motivation, oui, bon, première motivation pour aller en thérapie, c'est la souffrance. Et je souris parce qu'hier on parlait du petit essai que j'ai écrit TES, donc thérapie d'évitement de la souffrance. La notion de souffrance est quelque chose de central dans la thérapie et peut être très intéressant à exploiter pour justement avoir des leviers et moi je m'oppose, alors même si ça c'est mon côté un petit peu manichéen, pas un peu très manichéen, de dire voilà, on est trop bisounours à vouloir constamment éviter de parler de souffrance, faire plonger les gens dans la souffrance. Pour moi c'est un élément qui est un levier de transformation, si je reprends les notions de Gil Boyne, en tout cas de mouvements qui sont assez importants et qui même, peuvent être même centrales de notre fonctionnement thérapeutique. Ok. Et points clés du thérapeute. Voilà, donc les points clés du thérapeute efficace. 1. Les compétences pendant la consultation. 2. Les scénarios. 3. Décontaminer les mémoires. 4. Travail sur le pardon. 5. Intégration. 6. Programmation. 7. Tasks, donc devoirs à faire. Et là, quand il disait ça, sur les différentes étapes
et les différents points que doit exploiter le thérapeute, ça revient complètement au taf que, je vous en parlais il y a 5 minutes, de Cal Banyan, qui nous disait, je vous rappelle, dans le 5 Pass Therapy, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des vidéos de review de ces cours. C'était première session, on doit faire vivre une transe, on fait un pré-talk, on fait vivre une transe et des phénomènes hypnotiques. Deuxième session, c'est régression. Troisième session, c'est pardon sur soi. Quatrième session, pardon à l'autre. Et cinquième session, c'était intégration. Voilà. En gros, là, il reprend quand même vachement le to-do. Je vous parlais, il faut pas de to-do list, mais en tout cas, l'orientation de Gilboyne et des points qu'il faudrait aborder possiblement pendant la thérapie. Après ça peut être un petit peu long, mais globalement, dans les compétences de consultation, ce qui est important, c'est savoir les relations thérapeutiques, l'environnement thérapeutique, le pré-talk, les problèmes, comprendre et capter les programmes du partenaire, capter les idées fixes, les émotions premières. Dans les scénarios, c'est comprendre les figures principales, père, mère, oncle, etc. Peut-être orienter vers une catharsis émotionnelle, capter l'idée fixe, et si possible le changer, trouver des nouvelles perceptions, ressources, alors tout ça c'est du recadrage, travail sur la honte et la culpabilité, puis après c'est d'autres points. Méthodologie de base sur les travaux, donc travailler sur l'émotion, travailler sur la première émotion, travailler sur l'émotion principale sous-jacente, l'intensifier, faire un point affectif vers les événements sensibles qui inclura l'événement initial. Là, on est sur les emotional bridge, vous savez, c'est pour faire des régressions, faire émerger quelque chose et permettre à notre partenaire de s'y plonger. Gilboyne et en tout cas toute son orientation est basée sur la régression et c'est donc des spécialistes pour retourner sur l'événement initial. Et je vous en avais parlé beaucoup pendant le boulot de Cal Banyan. Et le point affectif est un des moyens pour permettre à notre partenaire de retourner à une scène à un moment donné qui a été traumatisante et lui permettre de recadrer et de mieux bosser. Après, on a eu démonstration. Alors, comme je vous avais dit à la dernière formation, il y a des moments, c'est un peu long parce que il prend déjà des scripts pour que les participants jouent des scénarios, c'est pas des scripts, des scénarios, pour éviter que les participants n'aient à parler d'eux-mêmes ou de leurs problématiques, hormis quand c'est lui qui s'en occupe. Mais sinon, entre nous, le peu de pratique qu'on a, c'est beaucoup basé sur des scénarios. Et là, c'était la phase scénario. Il y en a deux qui bossent, il y en a un qui fait le thérapeute, l'autre qui fait le partenaire, et il corrige plus ou moins, et il donne des orientations sur le questionnement qui peut être fait, sur les points peut-être à aller aborder, sur ce qui a été dit et comment on pourrait peut-être le voir autrement, donc dans la logique hypnoanalyse. À savoir que moi, quand je l'ai fait l'après-midi, avec des potes, des anciens en fait qui étaient là au premier module, même en partant d'un scénario bidon, au bout de 5 minutes, mon partenaire il est parti réellement sur sa problématique, donc avec des vraies émotions, etc. Et pourquoi les scénarios? Parce que moi je suis pas d'accord. Moi, je suis toujours pour qu'on travaille réellement sur nos problématiques. Il l'avait expliqué, je pense que je vous l'avais déjà partagé. C'est parce que c'est difficile dans une classe de 15-20 personnes de gérer 15-20 couples de praticiens et partenaires. Et si ça part en cacahuète partout, John, il est tout seul. Il peut pas gérer tout le monde et ça peut partir un peu en vrille. Donc, il le fait plus maintenant. C'est vrai que c'est possible de travailler sur des choses profondes en classe, tout comme en thérapie, quand on est peu nombreux. Moi je sais que c'est ma façon, c'est pour ça que je prends peu de personnes. Quand je prends 4 personnes, ça me fait juste 2 binômes, et 2 binômes, je peux les écouter, je peux voir, je peux observer, et je peux intervenir. Ce qui n'est pas le cas quand il y a 15 personnes. Ça nous fait 7 binômes, c'est trop compliqué à gérer. Il suffit qu'il y en a un qui parte en vrille, ça permet de créer une suggestion à un autre qui part en vrille, et là pendant ce temps-là, vu qu'on a des néophytes, des personnes qui connaissent
rien à l'hypnose ou très peu à l'hypnose, ça peut être un chouïa compliqué. D'où les scénarios. Moi j'y adhère pas trop, mais bon, on peut comprendre le pourquoi du comment. Bon, dans le questionnement, ne pas accepter les généralités. Dans un premier temps, on doit faire un boulot de découverte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, moi ce que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, il fait répéter les phrases, il fait compléter les phrases. Donc il fait beaucoup à voix haute, je me sens triste et en colère parce que, et la personne complète. Et si, je sais pas, je rajoute un mot, et si je me donne de l'attention, je me sens, blabla, ou si on m'en donne pas, je me sens, et la personne complète la phrase. Ça j'aime vraiment bien, mais là encore je vous en avais parlé à la dernière fois et chez Calbanian, j'avais trouvé que c'était des petites phrases toutes faites, vraiment bien, sympa, que le partenaire peut compléter, ça fait émerger parfois des choses très intéressantes. Les comportements sont des expressions de l'énergie interne. Bon, ça c'est très connu, je crois, en Gestalt, hein. C'est quelque chose qui est assez commun, mais c'est toujours intéressant de l'entendre, de le réentendre. Ça nous permet de capter comment est orientée l'énergie à l'intérieur et comment peut-être on va pouvoir recadrer cette dernière. On revient sur la durée de la thérapie, environ 6 sessions pour régler un problème. J'en reparle parce que hier justement j'ai eu une personne qui me contactait et à qui je disais bah moi je mets du temps, je suis dans une notion de thérapie durable, donc ça peut durer 2 ans, 3 ans une thérapie, je peux pas du tout dire, ça peut durer une séance, faut peut-être pas abuser, mais quelques séances comme ça peut s'étendre. Et derrière, elle m'a dit ah bah ouais non mais moi je voulais une thérapie brève, et ça m'a rappelé ce que disait Jay Haley, Jay Haley qui est la première personne qui a utilisé le mot thérapie brève, qui a défini les règles de thérapie brève. Je vous rappelle que Jay Haley a travaillé à Palo Alto et a travaillé notamment avec Erickson. Il a beaucoup bossé avec lui et c'est là où ils ont défini les thérapies brèves, et il expliquait que il fallait 20 sessions pour une problématique. C'était à base de la thérapie brève. Et vu que nous, en hypnose en général, on fait revenir nos partenaires, bon, quand ils veulent, mais après il y en a qui donnent des timelines, une fois par mois, ou une fois par quinzaine, c'est déjà un peu plus rare, mais on va dire une fois par mois. Si on prend 20 séances sur une fois par mois, ça nous fait déjà plus d'un an. Ce qui d'un coup fait ah ouais d'accord, ça fait plus d'un an et demi, tu fais waouh, simplement pour une problématique. Or on sait qu'automatiquement les choses peuvent se démultiplier, on voit qu'il y a tel problème qui amène tel problème qui en fait est le cœur de tel problème, et on commence à voir toute une arborescence de problèmes, et là tu te dis risque d'y en avoir pour longtemps. Donc bien sûr hein, ça c'est théorique, si la personne se sent bien au bout de quelques sessions, elle reviendra pas, et elle n'a pas besoin de faire un travail de fond sur elle, elle vient pour une problématique, parfois, souvent, qui est une fausse problématique et plus symptomatique, et on va aller travailler dans le cœur. Dans l'idée de Butler et de Gilboyne, ils disent voilà, environ 6 sessions, à savoir que c'est des sessions qui sont longues, ça c'est important à prendre, ces 6 sessions, quand on voit John bosser, hier il l'a pas fait en direct, il va le faire aujourd'hui. C'est 6 sessions, mais qui durent à peu près 1h30, 2 heures. C'est quand même, quoi, si j'arrondis à 2 heures, ça fait 12 heures de thérapie. 12 heures de thérapie, pour moi, ça fait 12 sessions. Sachant que moi, je dépasse rarement 45 minutes, 50 minutes, quoi, on va dire 1 heure de thérapie. C'est à prendre en compte. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit prendre la session pour la session? Ça, c'est vraiment du questionnement. La session pour la session. Parce qu'il y en a qui, je me souviens, il y a quelques années, on en débattait sur des forums où il y en avait qui prenaient carrément 3-4 heures pour faire une session à quelqu'un. Et qui disaient, bah ouais, bah moi, en 2 sessions, c'est géré. Ouais, mais t'as fait 8 heures de boulot, ce qui revient à 8 sessions pour moi. C'est à prendre en compte. Est-ce que c'est mieux, c'est moins bien? Je peux pas dire. Hein. C'est juste... Qu'est-ce qui fait qu'on passe 1h30 ou 2 heures? Bien sûr, il y a des choses qui émergent. Mais quand on donne un cadre bien défini,
45 minutes, ça peut être intéressant. Ou 30 minutes, ou 20 minutes, ou carrément, bah oui, je décide de passer 1h30 ou 2 heures avec mes partenaires. Ça, c'est à prendre en compte. Hein, quand vous dites, bah, je fais un arrêt du tabac en 3 sessions, mais si c'est 3 sessions de 2 heures, ça fait 6 heures. Bah 6 heures, pour moi, ça revient à 6 sessions. Ça dépend comment on voit les choses. Voire plus si j'estime que je fais 45 minutes de session. Donc Butler revenait aussi sur l'idée de dire à quelqu'un que tu fais en one shot, c'est une pression de malade que tu te mets, c'est pas forcément très sain, et il conseille vraiment d'éviter tout ce qui est de dire je fais en une session ou 2 sessions. Ne vous mettez pas, vous en tant que praticien, la pression à ce niveau-là. La thérapie est un processus, donc ça c'est toujours c'est des mots intéressants, je trouve, à garder en tête. Il faut respecter le temps et la vitesse à ce moment-là. Travail sur le choix thérapeutique pendant cette semaine, donc voilà, démonstration. Donc attends, ça a été plus en après-midi. Il nous a fait une petite démonstration, et puis après ça a été la pratique. J'aime bien ça. Je vous en avais déjà parlé la dernière fois sur une problématique. Donc notre objectif est de responsabiliser le partenaire. D'accord. Et le partenaire a de toute façon, quoi, le partenaire, et je nous mets nous dans notre quotidien, on a toujours 3 options pour lui. Rester, partir, ou rester et apprendre à devenir plus fort avec ce qui est en train de se passer. Donc faut dealer avec ça. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Ou est-ce que donc tu restes et tu souffres, ou tu deviens plus fort? Tu décides de dealer avec cette notion. Et ce que je disais, hein, donc dans le Transforming Therapy, le nom de la discipline, hein, compléter les phrases, c'est vraiment des points spécifiques. Il est important d'entraîner nos partenaires jusqu'à ses défenses, jusqu'à ce qu'il soit à la limite de sa propre limite. On trouve au travers des postures datées le principe du top dog et du l'underdog. Bon, ça c'est des choses qu'on connaît un peu en analyse transactionnelle. Donc voilà, un petit peu de pratique hier, mais qui était vraiment pas intéressante. Mais sincèrement, la pratique ici est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à cause, je pense, des scénarios. Maintenant, moi j'ai besoin de pratique, et pratiquer en anglais j'aime bien, je trouve ça marrant. Et puis je trouve que ça me fait bouger. Moi, c'est mon côté action, où il y a des moments, écouter pendant 6 heures quelqu'un, je suis content, mais ça me fatigue. Donc ça reste cool. Aujourd'hui, bah, ça va être le jour 2, donc on va voir comment ça se développe. Va y avoir une session qu'il va faire lui, donc ça va durer, comme je vous disais, entre 1 heure, 1 heure et demie. On va voir comment il bosse. Et c'est vrai que ça, c'est sur le feedback de la première semaine de séminaire. C'est chouette de voir quelqu'un bosser. Je sais que Kevin fait ça en cabinet ouvert à l'Arche, mais je trouve ça sympa de voir des praticiens taffer. C'est toujours quelque chose qui nous permet de capter, surtout quand on a les théories dans la journée, ou qu'on en parle dans un bouquin, etc. C'est toujours, ça nous permet vraiment de capter, ah tiens, il fait ça comme ça, ok, moi j'aurais pas fait ça, parce qu'en même temps on est en train de projeter nous les questions qu'on aurait posées, le fonctionnement qu'on aurait fait, et on se dit, ah tiens, ouais, pourquoi il a fait ça, ah ouais, ça c'est fin, ah ça j'aurais pas fait, ah tiens, il a mis 5 minutes de plus pour arriver sur ce point-là, alors que tout à l'heure il en a parlé, ça j'aurais peut-être percuté avant, mais pourquoi il a fait ça, peut-être qu'il a pas vu, pourquoi il s'est laissé aller, enfin, c'est super intéressant. Au contraire, pourquoi là il a fixé là-dessus, moi j'ai rien vu, et là d'un coup tu dis, oh il est trop bon, il a vu un truc génial, et ça c'est vraiment intéressant. Donc je verrai comment aujourd'hui ça se passe. Je vous ferai un débrief de tout ça. 28 minutes, bon courage pour ceux qui ont regardé. Merci si vous êtes tenu 28 minutes. Je tenterai d'être plus court sur les prochains. Et puis si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.